Alors, programme 1, un monde en transformation rapide aux enjeux multiples. Alors là, il y a des choses que je ne développerai pas, je les citerai parce qu'on vit dans un monde tel qu'il est. Qu'on soit PME, grand groupe, association, le monde est ce qu'il est, donc on doit en tenir compte, ça joue sur la façon dont on va innover. Hein, les difficiles passages de l'innovation technologique au progrès humain. En ce moment, on est dans une phase de transition qui n'est pas facile à gérer, qu'on ne gère peut-être pas très bien. Ensuite, Zoom, situation et perspective d'innovation vue par des PME. Pour des PME, le rôle qu'elles jouent. Et puis on a une quatrième partie qui servira pour la deuxième en introduction de la réflexion plus approfondie, donc des nouveaux écosystèmes d'innovation plus intégrés, plus coopératifs et ouverts à la société, ce qu'on appelle l'évolution vers une société de progrès partagé, qui est un point très important à prendre en compte sur les territoires. Alors, le support, je pourrais vous le remettre, on vous l'enverra en PDF hein, si vous voulez. Alors, un monde en transformation rapide. En fait, on a des grandes évolutions en cours dans lesquelles on situe 5 tendances lourdes, 5 grandes transitions. Alors, les transitions, c'est une volonté humaine. On dit qu'il faut arrêter le réchauffement climatique, donc on va avoir une transition énergétique. Ça va être dur, qui va la payer? Enfin, c'est pas de la rigolade, une transition, on essaie de la gérer. Et des risques majeurs qui nous environnent. Hein, grande tendance, mais croissance et redistribution de la population. Hein, il arrive un milliard de plus de personnes sur 10 ans, par exemple. 0 en Europe et le reste ailleurs, en Asie, en Afrique, etc. Et après, c'est pareil, la croissance viendra plutôt de l'Afrique. Donc, on diminue de taille dans le monde qui nous environne, si vous voulez. La population croît ailleurs. L'urbanisation, 65% des gens vivent dans des grandes villes, 90% du PNB dans les grandes villes, et ça continue, ce qui crée un problème sur les territoires, ce qui n'est pas la grande ville est un territoire comme un autre. Réchauffement climatique, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous êtes au courant. Et globalisation. En fait, on était plus globalisé au 19e siècle, mais enfin, aujourd'hui, on a une répercussion. Le téléphone que vous avez dans la main, il se vend pratiquement dans tous les pays de la Terre. Donc, il y a un accès très rapide au reste du monde, par les colis express, par le web. Il y a une grande proximité. Moi, j'ai vu que j'enseigne beaucoup en Chine, à Pékin, à l'université de Pékin. Bon, les vélos qu'on a vus dans Pékin, ils ont été 6 mois après à Paris, hein, et ailleurs. Donc ça va très très vite au niveau de la diffusion. Hein. Et des révolutions technologiques. Alors normalement, les révolutions technologiques, c'est des solutions. On va pouvoir, par l'Internet, par la data, identifier les gens qui sont malades ou contrôler, monitorer le réchauffement climatique. Donc, révolution technologique, on va revenir dessus. Alors juste un petit zoom sur l'aspect population. La France, en 2017, c'est 0,8% de la population mondiale. Pour donner une idée, on va descendre à 0,75. C'est-à-dire que 99,3% des questions sont ailleurs. Hein, 2,4% du PNB mondial, vous voyez, 3 fois 8, 24, ça fait, on pèse 3 fois plus, parce qu'on est un pays riche que notre population dans le monde. Hein, mais on est sur quelque chose qui se marginalise. L'Europe passe cette année moins de 10% de la production de la population mondiale. Et donc, on n'est plus le centre du monde, si vous voulez. Là, sur le globe, ça fait, parce qu'on l'a mis là, avec la France au milieu. Donc, il y a une vraie question qui se pose sur l'influence qu'on peut avoir et la part qu'on peut avoir sur le monde. D'autant que, il y a un point qui est très important sur la décennie qui arrive, horizon 2030, c'est qu'il arrive dans le monde, pas chez nous, 2 milliards de personnes de plus dans ce qu'on appelle la classe moyenne. C'est-à-dire des gens qui accèdent à avoir un frigo, une salle de bain, que les enfants aillent à l'école, etc. Jamais on a eu une telle croissance en aussi peu de temps, 200 millions par an, je ne sais pas si vous voulez, c'est tout le grand marché européen chaque année en plus. Tout le monde se bagarre pour essayer de fournir ces gens-là, qui sont ailleurs, hein, qui sont en Inde, en Chine, en Afrique, dans les pays émergents. Pas chez nous. Et ces gens-là ont tendance à vouloir garder leur marché. Voilà. Juste situé. Pour beaucoup d'entreprises, c'est de savoir si on va être fournisseur de ces gens-là, parce qu'après, ça se calme, la croissance ou pas. Par exemple, en France, on a une particularité, on a 65 leaders mondiaux, et comme L'Oréal, comme LVMH, comme Safran, Airbus, etc. Si vous projetez les choses identiques à 10 ans, plus aucun n'est leader mondial. Parce qu'il y aura des groupes chinois plus gros, il y aura des groupes indiens plus grands. Alors, ils n'ont pas envie de disparaître, si vous voulez. Ils ont envie de coopérer, de rester au niveau de leur place. Donc, c'est un sacré défi. Alors, grande transition, la transition écologique, hein, pour retrouver une meilleure harmonie avec la nature, avec une transition clé dans la transition écologique et la transition énergétique. Hein, arrêter de réchauffer la planète. Dans l'écologie, il y a aussi la pollution, enfin, ces choses-là.
très grands éléments, parce que le retard pris est tel que c'est pas de la rigolade. On estime à 2000 milliards l'investissement à faire pour avoir une vision plus écologique, vous voyez, sur les 5 ans qui viennent. Transition digitale, plus connue, vous la voyez sous vos yeux, hein, tout qui glisse vers on a une virtualité des choses à côté du naturel. Hein, on a le virtuel et on a le réel qui sont l'un à côté de l'autre, l'un mordant sur l'autre. Maintenant, on essaie de retrouver un équilibre. Amazon achète beaucoup de magasins physiques par les temps qui courent, vous voyez, par exemple. Nous, dans le livre, on voit maintenant, on vend moins de livres en numérique que de livres papier. Ça se rééquilibre pour trouver. Enfin, il y a des équilibres à trouver entre le digital et le non-digital. Ce qu'on appelle la transition économique. On a beaucoup surestimé le pouvoir d'achat des gens. Sachez que dans les grands pays développés, États-Unis, Allemagne, France, etc., on atteint pratiquement 40 ans sans progression du pouvoir d'achat quand même, ce qui est pratiquement la plus longue stagnation qu'on ait jamais eue. On parle de stagnation séculaire. Vous voyez. Et puis, il y a des gens, on est à 30% de gens en France qui ont vraiment de difficultés à boucler leur fin de mois. Ils y arrivent parce qu'ils achètent moins cher. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont plus d'argent. Ils utilisent le web, ils échangent, les codes promo, tout ce que vous voulez. Donc, il y a des gens pour qui ça tire tout le temps sur le pouvoir d'achat. Et puis, dans le reste du monde, il y a le niveau de vie est pas tout. On dit il arrive des gens dans la classe moyenne, mais on appelle ça classe moyenne inférieure ou inférieure. Ils ont un pouvoir ils commencent à avoir une consommation de pays riches, mais pas complètement. Et donc, il faut être plus proche des besoins réels et du pouvoir d'achat réel de la population, surtout en plus si on utilise une partie de l'argent pour la transition écologique. Et donc, vous voyez le développement de ce qu'on appelle le low cost, mais c'est pas un mot qui est bien, on croit que c'est de la merdouille. En France, on dit accessible. Total access. Hein, vous voyez, c'est-à-dire une station-service la moins chère qui puisse exister, même par rapport aux voitures. Vous voyez là, par exemple, Duster, de Renault Dacia, que vous dites scandaleusement accessible. La dame dit on ne peut pas dépenser aussi peu. Bon. Et dès que vous faites du low cost, Soch, Hop, enfin ce que vous voulez, immédiatement, c'est un marché de 4-5 millions de personnes sur la France. C'est-à-dire que vous faites compte nickel, une banque qui a été créée par un interdit bancaire pour des interdits bancaires, avec l'aide de l'ex-patron de la Société Générale, mais le marché était 10 fois plus grand que ce qu'il pensait. Il y a des gens qui ont des difficultés à avoir un compte normal. Et donc, il y a besoin d'avoir une transition économique, c'est-à-dire se mettre... La France a un grand défaut, elle glisse tout le temps vers le premium. On dit, oui, mais nous, on fait le premium, c'est des trucs qu'on ne peut pas faire non plus. Bon, hein, c'est de la qualité. Mais tout le monde, du coup, se bagarre sur un haut de gamme imaginaire. Voilà. Et on laisse le terrain vide par rapport à d'autres pour rendre service à la population. Et la transition qu'on appelle humaniste, c'est-à-dire d'être moins technocentré, beaucoup plus proche des besoins des gens. L'innovation a glissé vers une vision très technocentrée. Ben, vous voyez, French Tech, par exemple, c'est le seul pays qui met ça en avant. La tech, c'est la même dans le monde entier. C'est pas ça qui détermine la différence. Samsung fait aussi du digital, les Chinois, les machins. Nous, on attend un humanisme européen, quelque chose qui aille plus vers les gens, plus social, plus ceci, plus cela. Et donc, remettre l'individu au cœur du système par rapport à une vision technocentrée, que nous, on appelle techno-chiante. Parce que c'est un mot qu'on a entendu, figurez-vous, à la Commission européenne, avec des académiciens, puis il y avait des conférences comme là, puis à un moment donné, il y avait un Français qui devait intervenir, je ne sais pas qui, enfin de la French techno leader du monde, et puis on voit tous les gens qui quittent la salle. Vous voyez, on dit, mais il y a un exposé. Il dit, oh, mais ça va être un exposé techno-chiant à la française. Bon, et ça nous étant l'Académie des technologies, techno-chiant à la française en plus. Parce qu'on dit, vous allez voir, ils vont nous raconter qu'on passe à la 4G, qu'on passe à la 5G, qu'il y a 500 MHz au lieu de 400, enfin des trucs qu'on sait depuis 10 ans. L'exposé que faisait Cisco il y a 15 ans, en gros. Et on parle pas... Vous avez vu, il y a 120 millions qui ont disparu en crypto-monnaie. Le mec est mort avec les codes, figurez-vous, non? Et on dit, mais il aurait fallu prévoir un papier dans un coffre. Bon, voilà, in fine, si on revient un papier dans un coffre. Bon. Il y a eu le cas pour info, de la caisse de retraite au Japon. Tous les dossiers des caisses de retraite ont disparu. Les gens doivent faire des déclarations sur l'honneur, comme après une guerre, comme quoi ils ont bien travaillé. Là, quelqu'un dit, oui, je l'ai vu, il venait vraiment bosser. Bon, vous vous rendez compte, de retour en arrière. Il n'y a plus rien. Imaginez le matin sur votre ordinateur, il n'y a plus de ligne de compte, vous n'avez plus d'argent. La banque dit, donnez-moi la preuve qu'il y avait 18 000 balles sur votre compte. Mais voir, hein, c'est raide hein, comme truc. Je vais peut-être les relever, les pertes de garder, parce que bon, figurez-vous, tout a disparu. Donc cybercriminalité, c'est la principale inquiétude, d'autant que les États font des attaques maintenant. Bon. Un conflit terroriste, je n'ai pas besoin de faire un dessin, moi j'habite à côté du Bataclan, enfin entre le Bataclan et Charlie, exactement entre les deux. Hein. Il y a 50 mètres d'un côté, 50 mètres de l'autre. On a eu une autre dose là-dessus. Pour monter des protectionnistes, ça inquiète beaucoup les entreprises, chacun se replie.
stagnation, décroissance dans les pays arrivés à maturité. La population ne croît plus, il y a plus en plus de vieux, ça inquiète. Bon, voilà, vous voyez, c'est pas gai, hein, je commence mal, hein, mais tant pis, il faut prendre le monde tel qu'il est. Alors, le difficile passage de l'innovation technologique au progrès humain. Alors, l'innovation, c'est assez simple. D'un côté, on a le progrès des technologies. Hein, ça a l'air compliqué, comme ça, c'est un Pentium 4 version pop art. Bon, c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est des sciences exactes, on sait comment ça marche. Bon. De l'autre côté, il y a la vie. Alors là, c'est plus compliqué. C'est les gens avec leur vie, leur retraite, leurs enfants, leur divorce, leur cancer, leur boulot, enfin tout ce que vous voulez. Transformer d'un côté, si vous voulez, une technologie, une logique technique, en une philosophie du sociologique, anthropologique, ethnologique, psychologique. Ça fait beaucoup de logiques qui sont liées aux sciences humaines, qui ne sont pas directement techniques. Passer de l'un à l'autre n'est pas si facile que ça. Max Weber, le grand philosophe allemand, disait, voilà, il faut réenchanter le monde par ses progrès. Ça ne marche pas toujours aussi bien. En plus, il faut créer de la valeur au passage. Alors qu'on détruit aussi ce qu'était le passé avant de créer quelque chose de nouveau. Alors, côté techno, alors ça pousse, moi je suis en charge de maintenir les stats sur ça, donc elles sont un jour. Pour les 22 millions de chercheurs en 2017, on va passer d'un coup à 24, 2 millions de chercheurs par an de plus dans le monde, pour donner une idée. 22 000 articles scientifiques par jour, 2017, on monte à 25. 4 millions par an. Dans 110 000 revues scientifiques, vous voyez un petit peu le bébé, 3,2 millions de brevets 2017. Moi, quand je suis rentré au CNRS, il y a pas 25 ans, enfin, je lui suis passé peu de temps, comment donc, on disait, on va passer 1 million de brevets par an. Là, on est à 3,2 millions, hein, pour vous donner. Il y en a 12 millions actifs, hein, encore, qui ont moins de 20 ans. Dépenses d'R&D ont passé 2 000 milliards de dollars. Tout a doublé en 10 ans, et ça va redoubler en 10 ans. Parce que les Chinois, ils ont 1,5 million de chercheurs, ils ont 4 millions tout à fait cessantes. Ils ont les bonhommes, ils ont l'argent, parce que les Indiens, parce que les Chinois, tout le monde rajoute. Et donc, une poussée de techno complètement désordonnée qui pousse tout le temps, qui pousse. On passe 2G, 3G, 4G, 5G, plus les technologies parallèles, vous voyez. Poussée technologique, techno-push. Mais, pour la société, s'il y a innovation, ça doit se voir. Est-ce qu'on a amélioré les satisfactions des individus? Hein, c'était un séminaire marketing, on dirait qu'il faut faire de la forte valeur ajoutée utilisateur. Hein. C'est-à-dire ce qu'il y a vraiment de la valeur pour l'utilisateur. Quel apport réel pour la vie? Est-ce qu'ils ont moins mal? Est-ce qu'ils vivent plus longtemps? Est-ce qu'ils sont mieux soignés? Est-ce que ça coûte moins cher? Est-ce que c'est plus beau? Est-ce que c'est plus agréable? Enfin, il faut quelque chose quoi, qui délivre. Voilà. Or, actuellement, la société n'est pas contente. Et croyez pas que c'est que le phénomène des gilets jaunes. On le voit partout, partout, partout dans le monde. La société est insatisfaite. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat stagne depuis maintenant des plombes réellement et les prix augmentent. Et il y a une dégradation visible. Les temps de transport sont plus longs, plus coûteux. Les appartements continuent à aller beaucoup plus vite que les revenus. Par exemple, il y a beaucoup de gens du mal à se soigner réellement. Ils reportent le fait de se faire refaire les dents, les lunettes, tout le bardard. L'accès à l'éducation est moins ouvert qu'on ne le pensait. Bref, la société se rebiffe, si vous voulez. On dit, ça sert à quoi d'avoir 15 millions de chercheurs par an si en plus, au bout, ça ne délivre pas. Hein, franchement, c'est qu'il y a quelque chose qui merde entre les deux. Alors, c'est conscient, vous savez, entendu parler du World Economic Forum, tous les ans, tous les têtes de la planète viennent, 1500 avions d'affaires se posent hein, donc, en Suisse hein, pour discuter, les PDG, les présidents de tous les pays. Ça fait 2 ans qu'ils disent, voilà la conclusion du World Economic Forum. Aujourd'hui, la société demande et même exige que les entreprises du secteur public soient au service d'un objectif d'amélioration réelle de la vie de la société. Et le patron de la Banque mondiale a sorti un bouquin qui s'appelle « Le paradoxe de l'innovation ». On n'a jamais eu autant de solutions et on n'a jamais eu des gens aussi insatisfaits. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger. On dit comment on en est arrivé là. Bon. Et donc, alors je vous montre juste extrait d'un rapport parmi tous sur le dire quelle universalité de la condition humaine, qu'attendent les gens dans le monde. Il y a plein d'enquêtes sur 12 millions de personnes, études mondiales sur les aspirations fondamentales de la population. Alors je vous montre juste la punchline de chaque pays. Inde, pouvoir satisfaire les besoins fondamentaux de sa famille, se nourrir, se vêtir, avoir un toit, c'est 1,3 milliard de personnes. Alors un des points clés, c'est ce petit indicateur-là, c'est est-ce qu'ils font confiance dans les grandes entreprises pour résoudre les problèmes. Alors je passe sur la façon d'être l'indicateur, c'est le plus élevé du monde. En Inde, on est très très confiant dans les entreprises qui sont leaders. Alors USA, avoir un emploi, pouvoir payer ses factures, soutenir sa famille, pouvoir prendre soin de soi, ne pas être une charge pour les autres, être autonome. Vous voyez un petit peu, ça vous résume la vision américaine. Alors vous voyez déjà 11, hein, on est moins confiant dans les grandes entreprises. Aux États-Unis, la défiance monte, notamment vis-à-vis des GAFA. Angleterre, avoir un but dans la vie, être socialement responsable, être autonome, pouvoir soutenir sa famille et sa communauté. Confiance négative dans les entreprises. France, hein, j'arrêterai là. Travailler ensemble, améliorer la solidarité avec toute la population.
le pire de défiance envers les grandes entreprises du monde. De toute façon, la France a confiance en rien. C'est le pays le plus pessimiste de la Terre depuis 10 ans. Confiance en personne. On va voir pas tout à fait personne, mais presque personne. Ni l'Église, ni la police, ni les partis politiques, ni ce que vous voulez. Donc personne n'a confiance en personne. Mais alors là, grand groupe phénoménal. Hein, donc ça va avoir des conséquences, on va voir. Alors, où sont les grandes insatisfactions? Moi, ça fait 10 ans, quand je parle d'innovation, je commence par ça. On dit, oh, tu vas nous faire chier avec des aspects sociologisants, me disent d'autres académiciens technologiques. C'est pas sociologisant, ça va nous péter à la gueule. Donc franchement, c'est pas... Pourquoi ça pose un problème des transports? C'est que dans la vie, 24 heures par jour, 8 heures de sommeil, c'est ce qui est conseillé pour être en forme, si vous voulez. 8 heures de boulot, bon, il ne reste plus que 8. 8, alors là, vous allez avoir les transports, vous allez avoir manger, se laver, faire de l'administratif, etc., etc. Et puis, peut-être faire quelque chose qui vous plaît. De la musique, aller au cinéma, sortir, ce que vous voulez. Il reste en moyenne 4 heures. Pas plus. De dire, je fais ce que je veux, je lis, j'écris, enfin, je fais de la mode, bon. En région parisienne, on a 2h45 de transport moyen par jour. C'est-à-dire que vous piquez aux gens 3/4 de leur vie. Ça, c'est pas du temps de vie, ça, ce que vous voyez là. C'est insupportable. On est à 80% des cadres de région parisienne qui veulent quitter la région parisienne à cause de ça. On le bouffe le temps, et les investissements n'ont pas été faits, que ce soit voiture ou autre. Ça prend à la campagne, ben, ça prend du temps, ça fait 100 km par jour, des conditions de transport perdent du temps de vivre. Et si on veut pas avoir de temps de transport, il faut vivre près du lieu de travail. Là, le prix des appartements explose. Et donc, on a un duo habitat, transport, pollution qui fait 50% du revenu des gens. Et le temps de transport s'allonge et ne diminue pas. Il s'allonge partout. Bon. Grande insatisfaction, besoin quantité de logement. En France, on a un coût du logement qui est exorbitant par rapport au reste de l'Europe. Pour X raisons, je ne rentrerai pas dedans. Et si on veut avoir pas cher, il faut aller plus loin, puis il faut refaire des transports. C'est une boucle qui se fait avec des investissements. Il faut du hard, c'est pas juste une appli sur Internet qui vous crée un logement. Bon, il y a une économie réelle. La santé, tout est en déficit. Les hôpitaux, la Sécu, etc. Et il nous arrive un vieillissement de la population qui n'a pas été financé. Donc, on a une inquiétude au niveau du financement de la santé publique. Et les gens voient bien, vous savez, dans l'innovation, on dit le client est roi. Vous croyez que le mec à droite, il est roi de quelque chose, lui. Le client d'un hôpital, il se met de côté pour pas gêner le monde. Enfin, c'est une blague. Hein, il est roi de rien du tout. Donc, santé publique, saturation, attente. On atteint 8 heures d'attente pour des urgences. Hein, pas si urgent que ça, c'est 8 heures. Il est mort dans la salle d'urgence. Merde. Donc voilà, c'est ce que vivent les gens. Tout le monde passe, à 30% de la population française passe au moins un jour dans la case hôpital chaque année. L'endroit le plus stressant qu'il y ait, vous rentrez, vous avez mal au ventre, vous ressortez, vous avez un cancer. Déjà un pétoche, hein, je veux dire. Ici, après, la vieillesse, alors c'est le pire des trucs, parce qu'on a toute la classe 68, le baby-boom qui arrive pour être vieux. Pour eux, c'est le pire des trucs qui leur arrive. Ils vont être vieux, c'est la pire aventure de leur vie. Et ils sont revendicatifs, c'est aussi, je les retrouver, c'est les mêmes qu'on fait 68, qui sont sur les ronds-points. Bon. Et alors, eux, être vieux, ils ne supportent pas. Hein. En plus, on n'a pas prévisionné les retraites comme par hasard. On n'a fait que de la répartition, on n'a pas capitalisé, et donc l'inquiétude de vieillir dans un mouroir low cost, en simplifiant. Bon. Non-accès à l'éducation de qualité, on est passé en dernier des pays de l'OCDE pour l'accès de tous à une éducation de qualité. Je peux vous dire des livres, vous dites Bondy Nord, jamais tu feras une grande école, mec. Hein. Oublie tout de suite. Hein. C'est dans des cours qui ne te le permettront pas. Tu n'es pas retenu dans les bons lycées, c'est pas possible. Donc les gens le savent, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Ils savent bien qu'ils n'ont pas un accès égal à l'école. Bon, vous voyez, c'est pour ça. Et puis alors, si vous regardez la télé, on dit l'avenir de la planète, le plus prochain continent, c'est du plastique. Hein, on va changer. Il n'y aura plus de poissons, ça sera du plastique. Hein, climat, les ressources, la pollution, hein, économie verte, etc. Donc, évolution de la planète, je passe. Et alors, le coup de massue final, tu vas être remplacé par des robots, t'es chiant, tu sais rien. Hein, donc, c'est inutile. C'est inutile, tu rentres chez toi, hein, dégage. Hein, et voilà, vous avez des faux prophètes qui vous disent vous allez tous être remplacés par des robots. Voilà, ça, c'est ce que ressent la population. Pour eux, bien sûr qu'il y a des gadgets et tout, mais tout le monde ne peut pas se payer un iPhone à 1500 balles. Hein, non plus. Donc, voilà. Le contexte, et puis en plus, alors en France, 66% des gens pensent qu'ils peuvent se retrouver SDF. Ce qui n'est pas possible. Même au niveau, ils en sont convaincus. Ils en voient dans la rue. Donc, ils disent c'est peut-être possible. Voilà. Alors, la société, aujourd'hui, elle a bougé. Ça fait 10 ans, on suit au niveau sociologique. Elle est passée ce qu'on appelle du cool au woke. Cool, c'était toute l'attitude née de 68. On dit cool. Et pour les femmes, ça s'améliore quand même. Merde, on en voit dans les conseils d'administration. C'est le boulot que vous n'avez pas avant.
Ça va peut-être pas assez vite, mais enfin cool, hein, ça bouge. C'est-à-dire non-intervention. On est la cool attitude. Ah, bah oui, la pollution, d'accord, mais bon. Et on est passé à ce qu'on appelle work, c'est-à-dire attentif. Regardez, vous savez, dans les villages, c'est marqué attention, on surveille, hein, s'il y a des gens qui viennent nous emmerder. Et vous voyez arriver les gens qui sont les insoumis, les indignés, les nuits debout, tout ce que vous voulez, les bonnets rouges, les gilets jaunes et tout, partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on n'accepte plus, on dit non, c'est maintenant, tu vois, parce que les femmes, maintenant, c'est fini. Ou il y a 50% ou pas, mais on ne laissera pas faire, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Pour les femmes, pour les gros, pour les petits, pour les jeunes, pour les vieux, pour les malades. Et donc, on a une attitude qui est passée à un stade de revendication forte, qui a un aspect aussi positif dans le sens de proposition. Et plein de... Vous voyez, vous dites, c'est génial, on va pouvoir, paf, régler. Moi, j'avais fait un séminaire chez EDF quand ils ont lancé l'INKI. Ils disaient, mais attendez, on verra un compteur connecté. Punaise! Les villes, elles vont faire la queue. Pensez, les maires, ils défilent devant avec leur truc, on dit, vous me dégagez cette merde, hein, parce que de quoi vous allez vous savoir si le soir je regarde la télé ou pas, je comprends pas pourquoi. Et donc, les gens ne se laissent plus faire. Nulle part. Même vous augmentez le carburant de 10 centimes, vous avez vu ce que ça donne. Bon. C'est-à-dire, innovation publique et sociale ne rencontre plus l'adhésion spontanée de la population. Ça, c'est en Angleterre, c'est une dame qui élève seule 4 gamines, c'est le coup du compteur, quoi. Et on vient lui dire, l'électricité, apparemment, vous en avez piqué sur le voisin. Vous avez vu comment elle accueille le mec des compteurs. Hein, les gosses qui vous disent, tu dégages, tu ne viens pas nous emmerder. Ou alors, tu t'occupes des gosses, hein, parce que franchement, voilà. Donc, cette réaction-là, aujourd'hui, elle est générale. On la repère, nous, au Brésil, et la révolution est venue des problèmes de transport aussi, donc, pour vous dire. Hein. Alors, par rapport à ça, le bon aspect de la paix, c'est que c'est une conscience dans le monde entier. Il y a des réunions partout là-dessus. À l'ONU, à la Commission européenne, on dit les gens vont mal voter, ils vont voter pour des extrémistes, ils vont voter comme Trump, on va voir arriver des dictateurs, comme on voit déjà arriver Erdogan, machin. Si on ne règle pas rapidement le problème du progrès social grâce à toutes ces bidules, l'innovation, machin, si ça peut être utile, ça va nous péter la figure. Clairement, comme a dit le World Economic Forum. Tous les pays du monde se sont mis d'accord sur des objectifs communs. Tous. C'est la seule fois. Même les États-Unis. Même la Chine, quand même, rajoute 1 milliard pour dire, voilà, 17 objectifs clés de développement humain qui soient durables. Toutes les grandes multinationales y ont adhéré, toutes les ONG. Donc, au moins, on a un truc bien, c'est que tout le monde fonctionne dans la même vision, hein, des objectifs dits, et il y a des rapports sur tout, comment ça s'applique pour la pêche, pour l'agriculture en France, partout. Au moins, il y a un référentiel commun. Il faut l'utiliser, je ne vais pas rentrer là-dessus. Au moins, le monde a pris conscience du risque qu'il y avait et fonctionne. Alors, tous les grands groupes, vous avez vu les grands groupes en France notamment, aucune confiance. Alors, on a dit qu'il faut réorienter sur la vie. Toutes les boîtes du CAC 40 ont créé une punchline en dessous de leur nom avec la vie. Hein, bâtir une vie meilleure, machin, Groupama, la vie, ça sur ici, Renault, la vie avec passion, Bosch, inventé pour la vie, mieux vivre avec Auchan, hein, Ingenuity for Life, la beauté derrière la vie, Natixis, la vie derrière la banque, hein, enfin, Sciences Po, Lego, Life, il y a de la vie partout. Bon, alors, sachez que les DIRCOM, j'ai rien contre les DIRCOM, ils sont très rapides par rapport à la truc. On dit, il faut mettre vie, on met vie. On a eu ce qu'on appelle green bashing, il faut mettre du vert, je mets du vert. En ce moment, c'est humanistic bashing. Allez sur le site d'Orange, vous croyez que vous êtes chez l'abbé Pierre. Hein. C'est incroyable, vous êtes là, c'est human-centric, voilà, rien de... Bon, tout le monde l'a dit, mais bien sûr, mais non de pipe, c'était évident. Bon, et après, pour délivrer vraiment des produits historiques, ça prend un peu plus de temps. Mais sachez que c'est un mouvement global. Alors, si je reviens aux penseurs de l'innovation vus par les geeks aujourd'hui, Steve Jobs était très strict. Il dit l'innovation, elle est technologiquement neutre, ce qui avait déstabilisé tout le monde. Il dit, ça veut dire quoi? Vous avez vu, du progrès technique tout le temps. Il faut prendre le dernier état de la technique, mais c'est neutre. C'est toujours le dernier état de la technique. Si vous partez des technologies en leur cherchant des applications, c'est sans espoir, dit-il. Hein, c'est là la même vision qu'Einstein, c'est donner une mitraillette à un psychopathe. Hein, voilà. Ou donner des allumettes à une dame en difficulté, comme vous avez vu à Paris. Bon. Il faut partir des individus, de leur vie, de leurs attentes et mettre à leur service des solutions fondées sur la meilleure combinaison technologique possible. Bien sûr qu'avec les techniques nouvelles, on fera des choses, mais partons dans le bon sens. Hein, c'est-à-dire bien identifier ce qui est nécessaire et de voir ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui avec les techniques d'aujourd'hui pour les attentes de la société d'aujourd'hui. Donc c'est ce basculement qu'on a actuellement, hein, qui fait qu'entre technologie et société, parce que la société, ici, la dame, à quoi elle rêve? On ne pense pas qu'elle rêve d'un wireless access protocol, vous voyez.
Ça peut arriver, mais moi j'ai eu des amphis de 600 personnes, il n'y avait pas une qui rêvait d'un accès. Les gens, non, franchement, les technologies, c'est des moyens et pas des objectifs. Personne ne tombe amoureux d'un RFID, du big data ou du cloud. Il y a quelqu'un qui est amoureux du cloud? Non. Bon, si vous voulez, c'est un outil. On dit, ouais, so what? Ça sert à quoi? Bon, on connaît les rêves. Je peux vous dire à quoi elle rêve, la dame. Vous voulez savoir à quoi elle rêve? Il y a des enquêtes sociologiques sur les rêves des Français. Vous mettez ici, voilà. Être à l'abri du besoin. 2, être bien entouré des amis, des proches. 3, assurer l'avenir de mes proches, et notamment des enfants. 4, habiter un logement de rêve. 5, vivre une belle histoire d'amour. Oui, il y a la place pour tout le monde. Mythique, seloger.com, banque en ligne, et ce que vous voulez. Mais le besoin, c'est le résultat. Évidemment. Si ça se fait avec du digital, tant mieux. Si ça ne marche pas avec le digital, tant pis, on fera autrement. Mais l'objectif est là. Donc, recentrage sur rêve, désir, attente, etc. J'avais animé un séminaire avec des ados. C'est eux qui ont trouvé la ligne là. Ne jamais sous-estimer la capacité des autres à vous décevoir. Et ils parlaient de notre génération, soyons clairs. C'était, malgré l'explosion technologique, la société insatisfaite. Ça se mesure. Je faut sortir, moi j'accumule les études pour les grands groupes, pour l'académie, bien informés. Vous sauriez, tout le pack, ça ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. Toutes les analyses sociologiques vont dans le même sens. Échec des innovations, la raison, stagnation des revenus DL depuis des décennies, insatisfaction multiple. Alors l'approche, en plus, une approche, il y a des gens qui disent n'importe quoi, voilà, technico-applicatif, c'est ce qu'il y a officiellement sur un site des DSI français. On dit voilà, c'est ça l'innovation, les technos et les usages des technos. C'est-à-dire, vous avez smart mobility, change management, c'est-à-dire dans cette approche, il n'y a aucune dimension humaine. On a des technos et leurs applications, ce que disait Steve Jobs, c'est sans espoir. Si on veut être humaniste, c'est ça. Technologie, big data, machin, individu, demande, besoin, attente, souhait, envie, désir, on mixe les deux et on voit en quoi ces nouvelles technos peuvent satisfaire mieux, c'est ça. Sinon, on part dans le vide, si vous voulez. Alors, que souhaite Enquête? Demandez aux gens, qu'est-ce que vous attendez de nouveau pour qu'il y ait progrès? Vous dites, 1, me simplifier la vie. 2, préserver l'environnement. 3, être accessible au plus grand nombre, d'où le access, parce que si ça ne nous concerne pas. Améliorer les rapports entre les individus, dépasser l'effet de mode et durer longtemps, me projeter dans le futur et enchanter mon quotidien, me demander plus de plaisir dans ce que je fais, bouleverser les normes sociales, ça c'est les révolutionnaires. Bon, enfin, ils sont 17% toujours, on dit c'est l'occasion de faire la révolution. Me faire ressentir de nouvelles sensations. Si vous correspondez à ça, même les 5 premiers, vous êtes leader. Il faut juste arriver à délivrer ça. Alors aujourd'hui, le taux d'échec des innovations atteint des records historiques. On intègre toutes les études. 85% de taux d'échec, pour vous donner une idée. Normalement, moi j'enseignais longtemps que c'était toujours stable, c'était 2 tiers dans le temps, dans l'histoire de l'humanité. Là, on est en train de monter à des niveaux jamais vus. Et là-dessus, 90% des échecs sont dits marketing. Mais marketing, ça veut dire ça, c'est pas vendu. Ça veut dire quoi? C'est pas un échec marketing, c'est un échec sociétal. Les gens n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas à ce prix-là, dans ces conditions-là. C'est pas ce qu'ils voulaient. Est-ce que tu les as écoutés avant de leur proposer ça ou de leur envoyer ça à la figure? Raison principale, vision trop technocentrée, trop loin de la réalité de la vie réelle. Alors, voilà, ça c'est digital, mais c'est pas un homme. C'est des 1 et des 0. Ça ressemble à un homme, mais c'est pas un homme. C'est juste, il ne faut pas confondre les deux. Alors, la recherche se fait dans le monde de la science, de la théorie, de l'expérimentation. L'innovation, c'est le retour au monde de la vie réelle, au faisable, à la simplicité, au service rendu à tous les individus, à la société. La vie réelle n'est pas dans le cloud ni dans la data. Est-ce que vous avez vu des gens défiler ou dans les propositions faites, grand débat, gilets jaunes, des gens disent il faut beaucoup plus de digital. Il faut plus d'intelligence artificielle. Merde. Non, personne ne vous dira ça. Non, déjà, ça peut servir à quelque chose, mais ce n'est pas la revendication. Au-delà de l'avalanche des métriques, aujourd'hui, sachez que si je vais sur le web, j'ai un peu de moyens, je peux avoir 500 variables sur chacun d'entre vous. 500. Je sais tout. Si vous êtes marié, si vous avez un chien, si vous aimez le PSG, si vous faites pêcher le week-end, tout. Du coup, on dit, pas besoin de leur demander, on les connaît mieux que les vieilles, franchement, je les connais bien. Je fais des gens, ils vont dire, avec le basque qu'on a, je ne vais pas passer 8 jours dans un hospice pour écouter les vieilles. Moi, je te fais le tableau des vieilles. Je sais tout ce qu'elles veulent, ce qu'elles mangent, qu'elles regardent, les séries de télé, si c'est l'amour en héritage, je sais tout. Bon. Bref, et donc on mesure tout. Pourtant, vous avez vu, il faut faire des débats dans tout le pays. Vous avez des chauffeurs de poids lourds qui viennent dire non, c'est pas ce que je veux. Ou une aide-soignante qui dit non, c'est pas ce que veut la société. Si je présente une liste, je fais 15%. Voilà, ça c'est le retour comme une claque de la société qui n'a vraiment pas été prise en compte dans les dynamiques d'innovation. Toute la littérature et le verbiage sur l'innovation, c'est imbuvable. C'est une vision complètement technocentrée, avec Alors, synthèse créative. Aujourd'hui, on dit, si vous voulez, quand on a une vague d'innovation,
quand on prend du recul, on retient que la fin. On dit c'était la Renaissance, ça a l'air bien, la belle époque. Merde, les gens disent belle époque. 30 glorieuses, apparemment, c'était glorieux. C'est le temps des cathédrales, je sais pas quoi. On appelle ça une synthèse créative, c'est-à-dire on a les techniques qui se combinent dans des produits et des services qui font rêver les gens, avec une vision progressiste, de renaissance, de progrès social. Aujourd'hui, tout est éclaté, donc la synthèse n'est encore pas finie. Opposition entre conception, réalisation et production, on va voir le problème français, c'est qu'on consomme et qu'on ne produit pas. Entre technologie, industrie et société, la société rejette l'industrie, qu'elle est peu adaptée à la truc. Entre finance et investissement, on dit mais c'est à cause de la gestion financière. Hein, on n'investit pas, on a une vision financière. Normalement, l'investissement et la finance, ça semblait plus comparable. Entre technologie, sciences humaines, art et culture, l'art n'est pas là. Enfin, c'est froid, c'est chiant. Enfin, c'est effectivement techno-chiant. On ne vend pas un rack. Tour Eiffel, c'est pas un tas de ferraille. C'est une œuvre d'art, donc les artistes sont pas vraiment encore impliqués. Enfin, entre acteurs dans l'État, région, groupe, PME, TPE, chacun tire vers lui. Entre les territoires, je lui dis, bah oui, mais tout va à Paris, tout va là, tout a été mis sur je sais pas quoi. Et entre les modèles politiques, à la même occasion, c'est l'occasion de remettre tout à plat. Fin du capitalisme, renouveau du... Enfin, la bagarre générale. Alors, rassurez-vous, ça a été comme ça chaque fois qu'il y a une révolution d'innovation dans l'histoire. On les a analysés, nous tous, depuis le siècle de Périclès, 70 ans, et c'est là où, comment donc, Aristote a dit, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Si vous avez une poussée et que tout le monde n'est pas associé, ça va vous péter à la figure. Dès le départ, il l'a vu. Et on l'a retrouvé régulièrement. Bon. Alors, les stratégies, si on se passe à la place des entreprises, ça c'est un contexte, je le fais vite, mais il y a une sous-estimation encore aujourd'hui dans les gens qui disent, mais non, mais là on parle tech, innovation, je parle pôle de compétitivité, je parle pas de... Le mec, il ne voit pas que dans la rue, il y a 3000 personnes, il parle pôle de compétitivité. Une relation entre le CNRS et les universités, quelques startups et un truc. Enfin, c'est bien, mais ça sert à quoi? Vraiment, il faut se poser la question. Hein, alors, stratégie générique d'innovation. Les entreprises, elles ont bien pris conscience de cela. Hein, qu'est-ce qui va structurer aujourd'hui leur inno? Là, ça vient des 350 entreprises les plus dynamiques du monde, de France et d'Europe. Si vous voulez. Mais ça inclut Terena, hein, ça inclut des entreprises, c'est aussi des coopératives, c'est aussi c'est pas que... Alors, intégrer, c'est-à-dire il faut intégrer l'innovation, il y a tous les aspects. Il y a la finance, il y a la technologie, il y a la production, il y a le marketing, il y a le service rendu, enfin c'est quelque chose qui est, on appelle, intégré. Bon. Innovation globale, vous avez vu, on pèse 0,75% de la planète, mec. Bon, tout le monde est autour de nous, il est là, il livre chez nous avec des paquets Amazon, un truc qui est arrivé de Chine le matin. Bon, donc, global, innover avec un monde en évolution rapide, hein, innover dans et avec les autres pays, on passait du made in au made with, c'est-à-dire le made in est violent, on interdit l'entrée, donc il faut coopérer. C'est assez complexe, mais il faut le faire. 2, innovation totale, c'est-à-dire tous ensemble comme qualité totale. Culture d'innovation partagée au cœur de l'engagement, responsabilité, initiative, autonomie, équipe autonome, tout le monde sur le pont. Innovation humaniste, on l'a vu, répondre aux vraies attentes du progrès, humain, rajouter culturel, esthétique, etc. Innovation inclusive, c'est-à-dire il faut que ce soit accessible. Un progrès que est partagé par tous. Innovation accessible, frugale, low cost, etc. Puisqu'il y a une population qui est exclue. Il faut absolument répondre à ça. D'ailleurs, celui qui arrive à fournir la population exclue devient leader mondial automatiquement, parce qu'il y a beaucoup d'exclus sur la Terre. C'est le truc qui est le plus partagé. Et ça marche. Donc, il faut apprendre à faire ce qu'on appelle avant du design to cost, au-dessus d'un prix. Par exemple, on a un décalage invraisemblable qui s'est produit parce que les gens n'étaient pas connectés. Les 3/4 des EHPAD sont accessibles à un prix qui est de 20% supérieur à la retraite versée. Non mais merde, on est où là? Bon, vous voyez, ça colle pas. Alors on dit oui, il faut piquer sur l'héritage des enfants qui se rebiffent, un tout truc. Donc on est structurellement, on imagine des clients idéaux qui n'existent pas ou qui existent peu. Et on ne répond pas vraiment aux attentes des gens. Hein, design together, alors accélérer la transition digitale, on va voir ça. Il y a des outils, un des outils les plus efficaces, c'est ça, à condition de ne pas s'en faire tout un plan, parce qu'il y en a, ils s'empêtrent dans cette fichue transition digitale inutilement. Et design together, on appelle ça, c'est-à-dire co-concevoir avec les utilisateurs. Les utilisateurs, maintenant, ils ne se laissent plus faire, ils veulent donner leur avis, ils prennent l'initiative, donc co-conception avec les utilisateurs, recentrage de l'open innovation vers l'aval, la société, les communautés, les utilisateurs, émergence du conçu par des pour des, conçu par des femmes pour des femmes, par des sages-femmes pour des sages-femmes, par des agriculteurs pour des agriculteurs. Les gens, ils prennent la tangente, ils se démerdent. Donc on finira là-dessus dans le débat, parce que ça, c'est clé. Stratégie intégrée, c'est-à-dire tous les gens de l'entreprise sont sur le pont, coopération entre la direction financière, production, marketing, etc.
vision plus stratégique. Parce que pourquoi c'est important? Parce qu'on ne sera pas moins cher que les Indiens, on ne sera pas moins cher que les Chinois. Donc on va devoir être à la pointe de ce qu'on peut faire de mieux, la meilleure synthèse possible. La technologie adéquate, les volumes de production suffisants pour être à un prix correct vis-à-vis de la population. Et donc c'est un défi assez important. On doit avoir une synthèse meilleure. Innovation globale, bien, on va avoir des unités qui définissent des choses pour l'Inde, pour ailleurs. Mais l'ouverture au monde apporte énormément de cette innovation totale, c'est tous ensemble. Alors, sachez que beaucoup d'entreprises ont des problèmes qu'on appelle d'engagement. 70% des gens dans le monde se disent désengagés. Ça veut dire quoi désengagés? C'est-à-dire, moi, je regarde les ponts, mes droits pour sur mes 35 heures, et puis le reste, je m'en fous un peu parce que on me dit que ça viendra des GAFA, on me dit que c'est un truc, on dit qu'il y aura des robots, on nous dit que les startups font mieux que nous, donc moi, engagement, limite quoi. Vous ne pouvez pas bouger beaucoup une entreprise si les gens sont désengagés. Et donc, or, dans l'enquête que fait tous les Gallup sur l'engagement, la raison principale d'être engagé dans une entreprise, moteur idéal, dit par les employés, participer à la définition et à la réalisation d'un projet commun d'innovation porteur de sens et mobilisateur. Et donc, il faut associer impérativement. Ils adorent ça et ça marche très bien, sinon ils n'ont pas de raison d'être impliqués dans la boutique. Innovation humaniste, c'est remonter tout ça, pas seulement le marché, mais la demande, les besoins, les attentes, les souhaits, les envies, les désirs, les idéaux, les rêves. Chaque fois que vous faites un saut, c'est 15% de valeur de plus. Le dernier avion de Boeing s'appelle Dreamliner, l'avion de rêve. Il a été conçu par 140 000 passagers, membres des assos de passagers. C'est l'avion qu'ils ont le plus depuis l'histoire de l'aéronautique. Il a été conçu pour eux, comme ils ressentaient par eux. Voilà. Alors donc ça, c'est une évolution très forte. Recherche des hautes valeurs rejetées utilisateurs. Innovation inclusive, c'est-à-dire que ça inclut aussi les pauvres, de la planète, mais on a chacun nos pauvres. Il y en a beaucoup plus que les gens le croient. Accélération de la transition digitale, je montre le cas de la Redoute, qui a été vendu 1 euro il y a 2 ans. 1 euro, pas cher, hein. Et ce jour-là, on recevait au club le patron d'Amazon Europe, Denis Terrien. On lui dit, il était directeur des 3 Suisses à une époque. On lui dit, t'as vu Denis, la Redoute est à vendre 1 euro. Et il a le culot de nous répondre, 1 euro c'est cher pour la Redoute. Voilà. Aujourd'hui, la Redoute vaut 2 milliards, pour vous donner une idée. 2 ans après. Elle a fait une révolution copernicienne, sans changer son positionnement vis-à-vis de la société, à la fois avec une plateforme qui est plus efficace que celle d'Amazon dans ses produits, et la plateforme mobile, où des dames doivent s'apprendre à passer d'un gros catalogue comme ça, diffusé à 14 millions d'exemplaires, à un site mobile qui est le plus avancé au monde. On pourra revenir, si vous voulez, des éléments d'un... Voilà, renouveau spectaculaire de la Redoute, qui redevient une des boîtes. Alors, vous voyez, le boom, descente à 1 euro, remonter à... Ils viennent de fusionner avec les Galeries Lafayette, ça devient un des plus groupes, qui est le plus porteur. Donc, le renouveau est toujours possible. Innovation ouverte et coopérative, c'est définir les choses avec les gens qui sont concernés. Ça marche très bien, c'est définir ensemble. Ça se fait sur les territoires. Alors, situation et perspective pour les pays. Tout ça est un peu rapide, mais je voulais vous mettre le contexte. Je ne le prouve pas, je vous le cite. Vous me faites confiance que ça se passe comme ça, ou pas, mais enfin, on va. Alors, PME. Alors, il y a un problème de fond, c'est qu'on a une perte de compétitivité du territoire France depuis maintenant 20 ans, qui touche essentiellement les PME. Pourquoi ça touche essentiellement les PME? Les groupes mondiaux, vous prenez Michelin, il fait 3,5% de son chiffre d'affaires en France. L'Oréal fait 4%, c'est des gens qui sont mondiaux. Michelin a bien plus employés aux États-Unis qu'en France, il est pas sur la terre entière, à 184 usines. Perte de compétitivité sur 2 unités en France, c'est pas trop grave. La PME, elle, c'est son territoire, elle est dedans. Et donc, c'est elle qui a les coûts salariaux, l'administratif, etc. Les tout petits, les startups, c'est les structures, c'est bien, certes, mais c'est les structures les plus subventionnées depuis l'histoire de l'humanité. Le coût de l'accompagnement des startups pèse 12 fois leur chiffre d'affaires, donc c'est bien, mais enfin, c'est quand même très, très soutenu, si vous voulez, par les régions, par les fonds, etc. Et donc, la PME, elle est au cœur du système. C'est la seule qui paie vraiment des impôts, en plus. Alors, voyez le décrochage, il est vraiment grave, parce que la France décroche du marché mondial. On va dire, oui, mais c'est normal, il y a les Chinois, il y a les Indiens, donc l'Europe, mais non, mais l'Europe tient, et la France décroche depuis maintenant 2000. Et vous voyez ici la part de la France dans les exportations de l'Union européenne, vous voyez, 2000, 2018, partout. En fait, on avait 6% du marché mondial en 2000, on est tombé à 3%, on a perdu moitié. C'est énorme, 6%, c'est-à-dire 5e exportateur de la planète. Là, on est en train de tomber à la 8e place d'un coup, parce qu'on décroche. On décroche. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile, c'est très dur de produire en France, parce qu'on a beaucoup de coûts. D'abord, on a les plus fortes taxes du monde sur les entreprises.
le taux réel d'imposition est 62,2%, on connaît la TVA, tous les produits qu'on fait. Si on compare à l'Allemagne, c'est 48,9%, vous voyez, qui se trouve là. Hein, ici, dans les pays les plus sociaux. Donc, c'est coût, avec en plus des impôts qui existent nulle part ailleurs. Bon. Et donc, on a un taux de prélèvement qui fait que c'est une sacrée décision de dire je vais mettre une usine en France, aujourd'hui. On dit le marché ne va pas s'étendre, c'est 0,70%. Si je la positionne en Europe, est-ce que c'est le meilleur endroit ou est-ce qu'il ne faut pas aller déjà dans d'autres pays? Donc, on a un taux de charge qui est vraiment trop élevé. Conséquence, on a des marges beaucoup plus faibles que tous les autres pays européens. Nos entreprises fonctionnent avec des marges faibles, notamment les PME. On a 10 points de marge de moins. Alors c'est gênant parce que dès que vous allez voir une banque, vous dites tu ne marches pas max, hein, mais l'amortissement d'une nouvelle unité de production, ça va prendre 10 ans, 15 ans, c'est pas le lieu idéal. Et donc on a tendance, si vous voulez, on considère que comparé à l'Allemagne, la Corée, le Japon, les États-Unis, il nous manque environ 8 millions d'emplois privés. Comme il n'y en les a pas, les charges, elles vont sur ceux qui bossent. Et donc, on augmente les charges sur ceux qui bossent et on dit la France a fait un choix vraiment de privilégier le chômage par rapport au travail, donc on dit renouveau de son travail. Donc ça, c'est une réalité, ça vous pète à la figure. Moi, par mon métier, j'ai assisté à des grandes décisions d'investissement, puisque j'ai une société, maintenant je l'ai transférée au cadre, qui s'occupe d'évaluation des investissements. On a évalué 185 milliards d'euros d'investissement pour ne pas tomber de la dernière pluie. Là, il faut vraiment des bonnes raisons de le faire, hein. Ce qui fait que ça élimine tout ce qui n'est pas compétitif. Par ailleurs, en France, on a un cas particulier, c'est que depuis la crise de 2008, les Lehman Brothers, en fait, on a laissé tomber l'investissement matériel parce qu'on a fait beaucoup d'investissements immatériels. Et contrairement à une idée reçue, vous allez dire, oui, mais je vois beaucoup de choses, les entreprises françaises sont en retard sur le digital. Regardez la source de l'étude quand même. Si c'est Soprasteria, si c'est IBM, bon, ils vendent leur soupe quand même. Bon, tenez compte si c'est réel, esthétique, c'est de la qualité, on est proche des femmes, on est proche de la décoration, on fait des collections de haut de gamme, on fait de la création. Tout, après, évidemment, on est passé sur portable. Je vous disais, ce truc portable, si vous prenez leur site, c'est le seul site au monde qui gère le temps réel dans les deux sens, le temps qui passe et le temps qui fait. C'est-à-dire, si vous allez sur le site, on sait que vous appelez de Quimper, où il fait très beau, hein, mais un peu frais le matin et beau l'après-midi. Et donc la Redoute, c'est ça. Elles envoient vers truc quelque chose qui est bien pour une demi-saison, hein, frais le matin, mais pas trop chaud l'après-midi. 18% de vente en plus, parce qu'elle sait le temps qu'il fait, le temps qu'il va faire dans les 8 jours qui viennent. Elle sait où vous êtes, GPS, c'est la géolocalisation dans le temps, l'espace, y compris le temps qu'il fait. Personne n'a jamais fait ça. C'est la boîte la plus avancée au monde. Et vous voyez l'intérêt, vous avez vu des entreprises qui ont détruit des vêtements, des stocks, parce qu'ils ont dit, oui, mais l'été était plus frais que prévu. Ah oui. Et donc là, c'est temps réel sur le temps, pour vous donner une idée. Et donc, si vous voulez, il faut se remettre. Elle dit, nous, moi, j'ai rien changé à l'ADN de la Redoute. Les changements ne sont que technologiques. Les gens, ils s'en foutent. C'est comme ceux qui prennent une photo, c'est analogique digital, ils ne savaient même pas. Ce qu'ils veulent, c'est faire une belle photo. Et donc, il faut savoir que quand on est la relation avec la société, il n'y a pas de disruption. Ça ne veut rien dire. Les médecins sont toujours au service des malades. Le restaurateur vise à bien alimenter les gens. Et il sait qu'ils ne veulent pas grossir, qu'ils préfèrent une bonne cuisine. Et lui, oui, vous avez réservé sur la fourchette, ça ne change pas grand-chose au niveau de la qualité du restaurant, si vous voulez. Hein, vous avez, ça, c'est des outils, il faut être totalement de son époque, il ne faut absolument pas de blocage là-dessus. Vous dites c'est disponible en ligne, bien sûr, pardi, qu'est-ce que tu crois, hein, ça, c'est pas grave. L'important, c'est de retrouver la trajectoire en sachant qu'aujourd'hui, en France, les gens viennent plus chercher la culture, l'esthétique, la qualité, le sens, la beauté, ces choses-là. La techno, pour eux, elle n'est pas différenciante. C'est une commodity. Même des outils d'IA, c'est con comme la lune, il n'y a pas plus con que l'IA. Hein, c'est pas de l'intelligence, c'est artificiel par contre. C'est un truc simple qui vous permet de structurer votre clientèle. Enfin, basique. Prenez les outils d'aujourd'hui. En plus, vous mettez un contrat avec obligation de résultat au fournisseur pour lui rappeler qu'il est un modeste fournisseur, même s'il parle d'intelligence artificielle. Non, mais c'est vrai, il faut être très dur vis-à-vis des fournisseurs des techniques nouvelles. Il faut demander à 4, il faut expliquer ce qu'on veut, puis vous ramassez les copies. C'est chacun son rôle. Hein, vous voyez, c'est une posture. On en parlait juste avant. L'innovation, c'est d'abord une prise de conscience. Le contexte est difficile, les gens veulent des choses, il faut être bien conscient de l'état. Et ensuite, une prise de confiance. On peut continuer notre activité, la développer dans ce monde-là. Attendez, nos grands-pères ont connu la guerre, c'était horrible, il n'y avait pas de matériel. Enfin, franchement, on n'est pas dans le cas le pire. Et puis faire pression sur les organismes qu'il faut pour arriver à réduire les coûts et la réglementation. Vous ne pouvez pas le faire tout seul.
faut travailler en groupe. Toute dernière question, réaction, profitez-en. Ah, il va y en avoir deux. On va les prendre toutes les deux, bien sûr. Bonjour, Nicolas Varembourg, BSK Immobilier, ancien compagnon du Devoir du Tour de France. Je me permets, donc merci de témoignage également. Je reviens sur ce que vous disiez au niveau des entreprises. A priori, le commerce est devenu un partage. C'est le nouveau système, j'ai l'impression. Maintenant, c'est que une entreprise, on met beaucoup le chiffre d'affaires en avant. Les marges sont de plus en plus réduites. Est-ce que vous pensez que sur le temps, cela peut durer? Non, on ne peut pas durer. Alors d'abord, justement, les compagnons. Nous, on fait des formations qui s'appellent Paris International Innovation Tour ou Paris Excellence Innovation Tour avec les meilleures écoles. Et j'ai formé beaucoup de compagnons. Compagnons, c'est la seule formation reconnue patrimoine de l'humanité en France. Hein. Pas Sciences Po, pas Polytechnique, compagnons. Et les gens nous mettent toujours en numéro 1 dans le parcours qu'on a fait. On est allé partout, hein, parce que la qualité de réalisation qui est extrêmement importante, hein, la qualité de réalisation, c'est fondamental. La transmission du métier, au cœur de l'innovation, c'est le métier qui prime. Le métier prime sur tout. Je vous dis, c'est pas du management, c'est du métier. Il n'y a pas de cœur artificiel sans cardiologue. Il n'y a pas de bâtiment sans architecte. Il n'y a pas de saucisson sans charcutier. Ça n'a rien à voir avec une matrice. Bon. Et c'est eux qui vont pousser leur métier au plus haut niveau. Et donc, Compagnon, c'est l'exemple des gens qui sont à la pointe de l'innovation, tout en venant de loin, si vous voulez. Donc voilà, je vais juste faire cette petite aparté. Les gens tout le temps disent « Ah, l'idéal, c'était là, Compagnon, on a vu ce que ça donnait. » quoi. Ils ont travaillé avec les gens d'Hermès et tout. Alors, la marge, c'est l'indicateur absolu de l'innovation. Si votre marge se referme, or sachez que si vous ne bougez pas, vous n'innovez pas. Vous travaillez avec la technique d'hier, prouvée, traditionnelle, à l'ancienne, méthode d'autrefois, bon, parfait, face à une société que vous n'avez pas vue avancer, vous croyez qu'on est toujours dans les années 60 avec Brigitte Bardot, hein, que les gens ont le même pouvoir d'achat, qui rêvent et que c'est bien. Il va se passer quoi? Vos produits sont de moins en moins adaptés à la société d'aujourd'hui, plus jeune, plus mobile, plus ceci, plus low cost. Vos techniques, ben, vous vous plombez parce que vous avez des trucs qui prennent du temps, qui pourraient être réduits par des techniques nouvelles. Et donc la marge va se réduire. Naturellement, une entreprise qui ne bouge pas, sa marge va se réduire, elle va être emportée par le vent de l'histoire. Et plein d'entreprises ont disparu. L'innovation permet de réélargir la marge, fondamentalement, puisque je vais apporter une valeur plus forte. Je vais réduire par ailleurs le coût du processus, réduire les stocks, tout ça, par une gestion temps réel et autres. Et donc, pour nous, c'est l'indicateur absolu. Et pareil dans tous les métiers, justement, les compagnons, vous voyez, ceux qui font de la taille de pierre et tout, ils disent « j'arrive plus à en vivre, ça me prend du temps ». Je lui dis « c'est parce que tu es en train de te battre contre le roi Merlin ». C'est-à-dire tu te bats sur un produit standardisé, qui est bonne qualité, qui est fait à la machine. Ta côté artistique, toute ta valeur ajoutée, tu ne la prends pas. Donc la marge, c'est l'indicateur absolu pour l'aspect de l'innovation. C'est-à-dire pourquoi moi, je fais une marge moindre que ce que je faisais avant. Alors je vous dis, vous êtes dans un contexte d'un système politique qui a oublié le rôle des producteurs et tout, donc vous êtes un peu plombé. Donc ceux qui sont bons, je vous montrais la PME là, sur les machines de viande, elle est excellente. Donc les entreprises aujourd'hui, une PME qui dépote, je peux vous dire, c'est des gens très très haut niveau, hein, parce qu'ils ont réussi dans ce contexte-là, tout en ayant des coûts, des temps différents. Donc ils sont vraiment bien ciblés avec un métier bien maîtrisé, de la rigueur de gestion, une vision à long terme, de la R&D bien précise. Ils intègrent les technos nécessaires, ils ont une culture internationale énorme, puisqu'ils vont un peu dans tous les pays. C'est un peu des stars. Mais je dirais, il y en aurait qui seraient un peu moins bons, qui existeraient si on était ailleurs. Moi, j'ai été vu, on fait des échanges avec nos amis allemands. J'ai vu une boîte qui a fermé en France, qui était de meilleure qualité qu'une boîte qui n'a pas fermé en Allemagne. Parce que le contexte fait qu'il ne pouvait pas passer s'il n'était pas vraiment vachement ramassé. C'est quand même gênant, vous voyez, c'est ça. Donc la marge, vous ayez ça comme un entrepreneur ici. Hein. Faut qu'il rentre plus de chèques chaque mois que l'on en fait. Et donc, ça veut dire qu'il faut réélargir la marge. Alors, il y a deux façons, réduire les coûts, augmenter les prix. Hein, il n'y a pas d'autre façon de faire la chose. La valeur, c'est à ça que sert l'innovation. Moitié de l'innovation digitale, par exemple, c'est la réduction des coûts. On dit qu'il y avait 400 personnes aux factures, maintenant il n'y en a plus que 20 parce que c'est mis en ligne. Et l'essentiel, encore aujourd'hui en France, des travaux digitaux, c'est diminuer les coûts. Oui. Oui. C'est? Oui. Réseau Pouce, oui. Ils sont marrants dans leur truc. Oui, oui. Oui.
Ouais, ils vont arriver. Et Bretagne est loin. Dans la France, la tâche s'étend, mais il faut aller jusqu'au bout. Là. Oui. Oui, tout à fait. Ah non, mais ils gagnent de l'argent, Réseau Pouce. Ils paient leurs employés et tout. Blablacar est en grave difficulté, hein, pour info, hein, quand même. Hein, ils ont licencié un tiers de leur personnel. C'est pas la... Enfin, en ce moment, nos start-up types sont toutes en difficulté, donc il y a un passage à vide. Criteo, Parrot, je sais pas, on les connaît bien. Mais c'est pas comme ça. Hein, c'est bon, la difficulté de la vie. Dans la plupart des pays, il y a du... Par exemple, aux États-Unis, le covoiturage est né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas livré une voiture privée aux États-Unis, toutes va aller à l'effort de guerre. On a dit aux gens, débrouillez-vous avec les voitures que vous avez. Et donc, dans tous les organismes aux États-Unis, une école, une paroisse, une entreprise, il y a un bureau à l'entrée qui est covoiturage. Et au début de l'année, on dit, toi, tu passeras, on va faire un circuit, ça sera ton tour, tu prendras les gosses, puis tu leur donneras à goûter. Ça fait partie de l'équilibre de la société américaine. Et vous dites, en France, ils payent pour ça. Ça les fait rire, quoi. On dit, mais attendez, on ne va pas payer pour se partager le truc comme ça. Le Réseau Pouce, c'est pareil. Et donc, eux, le risque, c'est la montée du gratuit. Alors, le gratuit, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de coût. Pour des municipalités, si vous dites, moi, je ne suis pas desservi, par rapport à ce que coûte une ligne de bus et tout, on a un système gratuit. Effectivement, quelqu'un part, il est tout seul dans sa bagnole. S'ils étaient 3, ça serait mieux. Encore, c'est savoir s'il y a au bon endroit, au bon moment, en temps réel, et tout, je vous passe. Donc, c'est hyper pointu. Eux, ils vivent de ce que les villes leur passent pour régler un problème de transport qui, eux, leur coûte 10 fois moins cher que ce qu'ils avaient avant. Mais ils ne font pas payer l'individu. Hein. Et Blabla, il est pris entre l'écart, la SNCF qui arrive bas, et puis la montée de tous les réseaux gratuits qui arrivent. Voilà, c'est juste ça. Parfois, gratuit, TF1, ça ne coûte rien non plus. Hein. C'est jamais gratuit dans le sens qu'il y a quelque chose d'autre qui amène. Mais Blabla, il faut voir que l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas les assos de grand papy. Hein. C'est des gens qui équilibrent leurs comptes, qui gagnent de l'argent, hein, qui réutilisent la technologie les plus avancées, hein, le temps réel et tout. C'est très haut de gamme, si vous voulez. Et pourtant, ce n'est pas des start-up dans le nom que les gens ont en tête. C'est une croissance lente et continue. Moi, j'ai créé une boîte, on est leader mondial, j'ai jamais été start-up comme ça. Hein. Parce que ça monte, mais ça peut redescendre aussi vite. Hein, on a 7 boîtes qui se sont dit licorne et ils sont retombés en dessous. Hein, et pour l'anecdote, vous savez pourquoi ça s'appelle licorne? Une boîte comme milliard? Non, quelqu'un sait? Bon, je vais vous dire quand même, il faut savoir. Parce que l'analyste de JP Morgan, c'est une collègue, puisqu'on était dans l'évaluation des budgets. Les banques ont dit, il paraît qu'il y a des entreprises en ce moment qui se développent très vite. Elles partent de zéro, elles arrivent à 1 milliard en 10 ans. Est-ce que nous, pour les grands investisseurs, on pourrait connaître le profil de ces gens-là pour voir si on investit? Alors elle fait son étude partout, elle dit, j'en trouve pas. Elle fait son rapport, elle dit, il y en a, mais ils avaient démarré bien avant 10 ans. Ou, en fait, il y avait une grosse aide publique. Enfin, j'en trouve pas comme ça qui partent de zéro, arrivent à 1 milliard en 10 ans. Et elle a dit, moi je pense que c'est comme les licornes, tout le monde en parle, personne n'en a jamais vu, c'est imaginaire. Et elle rappelait qu'au Moyen-Âge, il y avait 2 produits qui valaient très cher dans les cours d'Europe. C'était le lait de licorne, parce que ça protégeait les maladies, et le sang de dragon qui vous rendait invincible. Elle dit, ça valait cher, mais je ne suis pas sûr que ça a vraiment existé. Et donc, elle vous dit, vous me demandez d'analyser quelque chose, moi je n'en ai pas vu. Enfin, 2, 3, mais vous verrez, donc il n'y en a pas tant que ça. Ils arrivent à 1 milliard, mais plus tard, où ils ne sont pas partis, SpaceX, ça n'a jamais été une start-up. Hein. Et donc, c'est quelque chose qui est... Alors, il y en a, ils ont arrivé, mais ils sont redescendus aussi vite. Parrot a été 2 fois licorne, ça fait une autre pointe comme ça. Aujourd'hui, ils valent 30 millions. Ils ne valent plus du tout 1 milliard. C'est pareil avec toute une série d'autres, je pourrais le faire l'un après l'autre. Et donc, c'est ce modèle-là qui vient de l'approche 2.0 Californie, années 80-90. Aux États-Unis, ça a baissé, c'est plus du tout ce que c'était. Ça n'est pas ce nouvel entrepreneuriat, c'est un nouvel entrepreneuriat qui n'est pas soluble dans le concept de start-up. L'entrepreneuriat est très riche, ce n'est pas un petit modèle tout simple qui rentre dans une case. Aujourd'hui, on a une montée d'un entrepreneuriat déjà et d'un entrepreneuriat percutant hein, qui arrive. Voilà. On va prendre une dernière question, si vous me promettez d'être... Oui, je dirais oui, non, peut-être. Moins bavard, moins bavard. Oui. Ça va être une dernière et on va clore, navré avec un peu de retard aujourd'hui. Merci pour votre intervention. Déjà, je suis Roland Perrenou, je dirige une société de plasturgie en Bretagne, dans le Finistère, à la Forêt-Fouesnant très exactement. Donc on est présent en Asie, donc à Hong Kong et en Chine continentale, et également aux États-Unis. Je voulais savoir votre point de vue. Donc le Finistère, on sait qu'on n'est pas le centre du monde, on est au bout de la terre.
Et je voudrais connaître votre approche de tout ce qui est supply chain, puisque c'est quelque chose qui n'est pas simple à gérer de la Bretagne, particulièrement quand vous faites du grand export. Regardez, c'est au centre du monde, là, Quimper. Non, mais je vous blague. Il faut être rentable quand vous faites partir vos éléments de France, de Bretagne vers les États-Unis ou la Chine. Oui, je fais quoi. Si vous voulez, la supply chain, c'est ce qui a le plus changé ces derniers temps. À partir du moment où on veut être mondial, se pose un moment la question d'avoir un minimum d'activité sur place. Déjà parce que ça permet de lutter contre le protectionnisme, c'est du made with, on est un peu associé, ce qui d'un seul coup vous avez des partenaires locaux. Aujourd'hui, les entreprises se sont massivement désintégrées. Alors désintégrées, ça veut dire exploser en vol, elles sont moins intégrées. On est passé à fabricant d'avions ou d'autos, il faisait 65% d'une auto en avion il y a 20 ans, aujourd'hui il fait 18%. Et pareil pour des entreprises, chacun fait bien son métier. Et fournit des systèmes, des sous-systèmes, on intègre, on garde les technologies clés, on a les bons fournisseurs. Donc en moyenne, hein, ça dépend des gens. Il y a des gens qui font leur propre machine parce que c'est lié à leur business model. Et donc on a beaucoup de fournisseurs. À partir du moment où ici, on ne pèse que moins, on est obligé d'avoir des relais sur place. Alors généralement, on va garder autour de soi les gens les plus techno, les plus proches du business model. Je vous montrerai l'exemple de Glass Valley, juste après. Et donc ça fait partie des choix les plus clés. Parce que qu'est-ce que l'on garde près de soi qui est au cœur du système et qu'est-ce que l'on va gérer comme interface pour fournir... on voit des gens qui doivent quitter le Brésil, ils ont vendu, Airbus a vendu pour 100 milliards d'avions au Brésil, il n'a jamais fourni 1% d'activité au Brésil. Résultat, Boeing a passé un accord avec le constructeur brésilien, on perd le marché brésilien. Donc aujourd'hui, dans un monde qui est comme cela, on sait très bien qu'il faut trouver le juste compromis pour avoir des partenaires de la supply chain. Pardon ? Mais oui, bien sûr. Non, sachez qu'une entreprise qui est leader mondial, de toute façon, elle garde toujours un rapport de l'ordre de... On fait 30% en France alors que ça représente 5% du marché. Vous voyez, pour Lima, ils font 90% d'export. Je ne sais pas quelle est la... S'il y a une activité à l'extérieur, je ne pense pas. Une boîte qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de ça. Enfin, je ne sais pas, ils sont peut-être là. Non, il y a quelqu'un qui... Bon, ils parlent avec ça. Donc là, il faut trouver l'équilibre. Nous, on parle du made with. Vous voyez, parce qu'il faut absolument décompresser les batailles. Un seul désaccord, comme nous avons entre Trump et la Chine, qui vous dit nous, on a un embargo sur les produits français. La filière agricole en Russie, mais on a perdu 25 000 emplois. Vendez des pommes en Russie, vous dites maintenant c'est interdit parce qu'on a un désaccord. Et donc les entreprises cherchent à avoir un partenaire local qui empêche le fait de se retrouver dans ce cas de situation. On ne peut pas, par exemple, interdire les Boeing et les Airbus réciproquement. Aucun Boeing peut voler sans pièce européenne, aucun Airbus peut voler sans pièce américaine. Donc je dirais, on est tenu comme ça. Et donc du coup, on va attaquer le Roquefort, je ne sais pas quoi, qui est vraiment français à 100%. Donc on pousse les gens à avoir un compromis avec le reste du monde, parce que même 1% du marché chinois, ça fait un max. Hein. Je dirais, on peut pas être absent du monde. Hein. Voilà. Et donc, mais ça, je ne peux pas avoir des réponses globales. C'est vachement pointu, la supply chain. Hein, il y en a qui ont joué l'inverse. Porsche, c'est 100% Allemagne, il n'y a pas une pièce de Porsche faite dans le reste du monde. Là, en ce moment, ils sont en train de prendre une baffe à cause de ça. Hein, alors que BMW, le Renault est présent dans le monde. Ça n'empêche pas de rester très puissant chez soi. Michelin, qui est la boîte la plus internationale du monde, il garde une activité considérable en France. En plus, dans un territoire qui est isolé, hein, pour vous dire. Et ça ne les empêche pas de couvrir la terre. Les Américains croient que c'est une boîte américaine. Ils disent, we have good company, Michelin, very good company. Ouais, voilà, parce qu'ils sont fournisseurs. Voilà, c'est pour ça qu'on a tendance à garder ce qu'on appelle les technologies cœur du système, hein, qui sont relativement peu... Vous savez, une usine, maintenant, ce qui frappe, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Vous avez remarqué les usines les plus high-tech, c'est-à-dire qu'on a des machines très sophistiquées. Et donc, c'est un équilibre extrêmement subtil. Je ne peux pas, comme ça, donner un avis général suivant n'importe quel secteur de ce que l'on fait ici et des relais qu'on aura sur les grands marchés de croissance où il y a 1,3 milliard de personnes en Inde, 1,3 milliard trucs, 2,5 milliards en Afrique. Enfin, vous voyez, il faut savoir la place qu'on peut avoir et qu'on ait des gens qui défendent nos intérêts locaux. Aussi maladroitement, mais seulement nous nous engageons à terminer à 10 heures. Nous avons largement profité de votre intervention et puis de chaleureux remerciements. On va s'interrompre là un quart d'heure, le temps de prendre un café, de se déshydrater parce qu'il fait chaud ici, de saluer les gens que l'on connaît. Et puis nous reprendrons, on va dire, à l'ATMI, mais passer de 5-6 minutes, si vous voulez bien.
À tout de suite et merci. Merci Marc-Michel.